Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. 2025, c'est votre année. Ça y est, vous avez enfin décidé de vous lancer, de lancer le projet de vos rêves. Vous vous apprêtez à le faire. Vous êtes sur le fil, mais vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas par où commencer. Je connais ça, je suis passée par là. Que vous ayez envie de lancer une boutique en ligne, de vendre vos services, de créer un portfolio ou encore de lancer un podcast, commencez d'abord par vous créer un site web qui va faire la différence. Le site internet, c'est ce qui va professionnaliser votre activité et vous donner une légitimité sur le web. Votre projet, quel qu'il soit, nécessite d'être mis en avant et valorisé sur le web. Parce que si vous voulez réussir, votre identité, c'est le plus important. Et la meilleure plateforme de création de sites web en ligne, c'est Squarespace. Squarespace permet de créer facilement, sans avoir à coder, un site beau, propre et efficace en un minimum de temps, même pour les non-techniciens comme moi. La montagne n'est plus du tout infranchissable, croyez-moi. Squarespace s'occupe de tout. Vous obtenez votre nom de domaine, vous concevez votre logo grâce à l'outil de Squarespace et vous avez accès à des templates de sites web personnalisables et qui s'adaptent à vos besoins pour créer des sites beaux et design en un temps record. Vous êtes prêt à vous lancer. Et ensuite, pour gagner en visibilité et attirer des clients rapidement, vous avez aussi accès à l'outil SEO intégré pour émerger sur Google sans être un pro du métier ou encore à l'outil email pour créer votre newsletter et communiquer avec vos clients. Transformez votre passion en business, préparez votre reconversion. Donc, allez prendre vos bonnes résolutions dès maintenant, concrétisez votre projet sur squarespace.com, squarespace.com pour essayer gratuitement Squarespace pendant 14 jours et ensuite vous économisez 10% avec le code OLR10 sur votre première commande de site web ou de domaine. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Camille de Saint-Léger. Après avoir été RH chez Suez pendant 9 ans, Camille a fondé sa marque de robes de mariée et de vêtements de maternité Camille de Saint-Léger. Camille a toujours été passionnée de couture car elle coud depuis l'âge de 8 ans. Mais après le bac, elle se dirige vers des études plus conventionnelles pour devenir RH. Elle travaillera comme RH pendant 9 ans chez Suez à la Défense. Abonnée à des newsletters couture, Camille reçoit un jour un mail de promotion pour s'inscrire pour passer le CAP couture en candidat libre. C'est le déclic. Elle décide de se lancer ce challenge alors qu'elle est encore RH. Camille de Saint-Léger, sa marque de robe de mariée, naît d'abord de demandes d'amis qui lui demandent de réaliser leur robe de mariée sur mesure. Le bouche à oreille fonctionne très vite. Aujourd'hui, Camille est créatrice de robes de mariée depuis 2019 et a lancé Camille de Saint-Léger Maternité, le vestiaire élégant de maternité en 2023 avec son mari. L'envie de répondre à un manque de vêtements de grossesse et d'allaitement élégant pour les jeunes mamans et les futures mamans. Alors avec Camille, on a évoqué sa carrière de RH chez Suez à la Défense et l'impression de vivre dans une fourmilière, sa passion pour la couture et comment elle a installé son premier atelier de couture au milieu du salon de sa coloc, comment elle a lancé Camille de Saint-Léger en parallèle de son job de RH, la difficulté de lancer une marque de mode en France et la galère de la production en France et ses rêves pour la suite. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Camille. Bonjour Camille, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci de m'accueillir, c'est trop sympa. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Camille de Saint-Léger, j'ai 34 ans, je suis lilloise depuis 2 ans et je suis mariée avec Nicolas. Voilà, nous n'avons pas d'enfants. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter ton activité et ce que tu fais maintenant ? Oui, bien sûr. Alors, je suis créatrice de vêtements pour les femmes enceintes. Pour ceux qui sont sur la vidéo, on le voit un peu derrière moi. C'est une activité qu'on a lancée il y a 1 an avec mon mari. Donc, l'idée, c'est de redonner un peu ces lettres de noblesse aux vêtements pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, avec des vêtements qui sont à la fois en matière naturelle, qui se portent pour aller au boulot ou pour aller à des jolis événements, type les mariages, les baptêmes, ce genre d'occasion. Et aussi, bien sûr, des vêtements un peu plus casual, comme
comme la blouse que je porte, par exemple aujourd'hui, qui peut se porter avec un jean hyper facilement. Voilà, en fait, on a fait le constat qu'il y avait relativement peu de vêtements pour les femmes enceintes qui étaient jolis. Et c'est un constat qui est partagé autour de nous. Donc, on s'est dit, il y a certainement un créneau à prendre. Donc, voilà, on avait envie de vivre une expérience d'entrepreneuriat ensemble et donc la voici. Et juste avant, tu étais créatrice de robes de mariée. Et est-ce que tu le fais toujours actuellement ou... Alors, j'ai mis une pause. La première année où on a fait les vêtements pour les femmes enceintes, effectivement, j'avais les doubles casquettes, mais en fait, il s'est avéré que c'était vraiment trop difficile à gérer sur les deux tableaux en même temps. Donc, je me suis dit que je mettais en pause les robes de mariée. Je sais pas encore si je reprendrai ou pas, mais bon, dans l'immédiat, là, le projet maternité fonctionne, je m'embarquerai que sur le projet maternité. Voilà, oui, je faisais le petit nota bene parce que tu avais une toute autre carrière avant. Hein, donc, tu t'es lancée d'abord dans les robes de mariée, puis les vêtements de maternité. Et avant ça, tu as eu une autre carrière beaucoup plus sérieuse et conventionnelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes études et ton premier métier? Ça me paraît il y a très très longtemps, mais avant je bossais à la Défense, j'étais cadre, tout ce qu'il y a de plus classique dans un parcours, et j'étais RH, donc rien à voir avec le monde dans lequel j'évolue aujourd'hui. C'était vraiment un boulot qu'on fait après. Enfin, tu vois, j'ai un parcours assez classique en termes de formation. J'ai eu un master à la Sorbonne en RH que j'ai prolongé une alternance. Enfin, j'ai fait mon alternance en master et j'ai commencé chez Suez et puis je suis restée 7 ans chez Suez. Et puis il y a un moment où je me suis dit bon, en fait ça me ressemble pas tellement ce parcours-là. J'ai envie de beaucoup plus de créativité et de créativité dans mon boulot au quotidien. Et bon, faire des PowerPoint, c'est sympa, mais c'est pas ce qui m'éclate. donc, euh, donc voilà, j'ai changé de voie. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, comme tu peux l'imaginer. Et le parcours s'est fait vraiment petit à petit et d'année en année. Il n'y a pas eu un déclic à proprement parler. C'est-à-dire que quand j'étais encore chez Suez, si on remonte un petit peu plus loin encore, en fait, moi, je fais de la couture depuis que j'ai peut-être l'âge de 8 ans. Tu vois, ça a toujours été quelque chose qui a pris une part importante dans ma vie. Et je me suis toujours glissée dans un coin de ma tête, un jour, j'en ferai quelque chose. Je savais pas trop quoi, je savais pas quelle forme ça allait prendre. Pendant longtemps, j'ai fait, tu sais, des tenues pour les enfants, pour les mariages, ce qu'on appelle des cortèges de mariage. J'ai cousu pas mal de trucs comme ça. Il y a des années où même j'en ai fait peut-être 5 ou 10 d'un coup, donc ça faisait un sacré paquet de petites tenues. Et je me suis dit, bah ça, c'est pas ce que je veux faire. Après, j'ai fait des tenues pour les copines. Alors j'aimais bien le côté unique, authentique, tu vois, que vraiment j'allais m'adapter à la personne. Et c'était toujours pas ça. Et puis une copine m'a demandé un jour de reprendre une de ses robes de mariée parce qu'il y avait un petit truc qui allait pas. Et là, je me suis dit, oh, ce terrain me plaît beaucoup. C'est assez chouette à faire, c'est unique, c'est travailler des belles matières. Et déjà, j'ai eu la puce à l'oreille de ce métier qui m'intéressait plus que ça. Et bon, alors, tout ça, c'est dans un pas de temps qui s'est échelonné entre, je sais pas, peut-être sur plusieurs années, tu vois. Et donc, j'étais toujours chez Suez, je faisais ces petites choses un peu à gauche, à droite. Et il y a un moment où je reçois dans ma boîte mail, j'étais abonnée à des newsletters autour de la couture, de l'entrepreneuriat, j'écoutais pas mal de podcasts, de choses comme ça. Et je reçois un mail où il y avait marqué passez votre CAP en couture. C'est hyper simple, vous cliquez, vous êtes inscrite. Bon, bah, je me suis dit, ouais, après tout, pourquoi pas, je vais me faire plaisir. Est-ce que j'ai le niveau? Je clique sur ce lien, je m'inscris et me voilà inscrite pour 6 mois plus tard passer un CAP en couture. Je savais pas vraiment comment ça allait marcher, je savais pas du tout ce qu'il fallait savoir faire, pas savoir faire, mais je me suis dit, vas-y, petit change dans ma vie, je m'ennuie dans mon boulot, je vais faire ça. Et donc, me voilà inscrite à ce CAP que j'ai passé en candidat libre, donc je me suis préparée toute seule, en lisant des annales de CAP, en faisant des exercices à la maison, surtout sur de la couture pratique, comment on fait une poche passe-poilée, comment on lit une gamme de montage, tout des termes un petit peu barbares quand on n'est pas dans le monde de la couture. Et en fait, j'ai adoré préparer cet examen. Enfin, vraiment, c'est un examen qui se passe sur 2 jours. Et en fait, non, plus que 2 jours, je dis des bêtises.
Bref, il y a une partie où c'est plutôt écrite, où tu dois raconter un peu l'histoire de la mode, des choses comme ça. Et il y a une deuxième partie où c'est plutôt pratique, où tu dois coudre un vêtement. Et en fait, donc c'est celui-là qui est une épreuve sur 2 fois 7, 14 heures, hein, donc en 2 jours. Et en fait, le jour 1, j'étais comme une balle. Le jour 2, j'étais comme une balle. Et entre les deux, j'avais qu'une hâte. C'était passer le plus vite possible du jour 1 au jour 2 parce que ça m'excitait. Enfin, c'était vraiment un concours enfin, pas un concours, un examen que j'ai adoré passer alors que le reste du temps, vraiment, enfin, je suis pas quelqu'un de très scolaire. J'ai pas du tout aimé mes années, tu vois, 0 à lycée. Après un master, enfin, la suite, ça allait un petit peu mieux, mais voilà, c'était un petit peu décousu pour une couturière, ce que je te raconte, mais Comment ça se fait que tu t'étais pas orientée vers des études de couture comme tu cousais déjà depuis l'âge de 8 ans? c'est une très bonne question. Effectivement, ça m'a traversé l'esprit quand j'étais en lycée et que je me suis dit, est-ce que je prends un cursus un peu couture? Et en fait, bah, tu as toujours, tu sais, la petite boîte La Raison sur ton épaule gauche et le reste de l'autre côté. Et en fait, je me suis dit, je suis pas sûre que ça débouche à grand-chose. Moi, ce que j'aime, c'est être dans la créativité. Et je pense que quand tu prends ce type de parcours, t'es pas tellement dans la créativité, mais t'es plus dans le faire, tu vois. Alors, j'aime beaucoup tout ce qui... Enfin, j'ai besoin de faire pour être alimentée en créativité. Et c'est un espèce de cercle vertueux, mais je ne peux pas être que dans la partie faire, tu vois. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre un cursus un peu plus généraliste. Et tu vois, j'ai fait des études d'économie, enfin, c'est de gestion d'entreprise d'ailleurs, pour être plus clair ma licence, avant mon master RH, pardon. Et j'ai pas regretté parce que ça m'a donné un sacré bagage. Là où, en fait, si j'étais passée en couture, bah, j'aurais fait de la couture pendant une licence de 3 ans et après j'aurais peut-être fait un master de quelque chose en entrepreneuriat dans la mode. Mais je pense que vraiment l'ouverture d'esprit aurait été pas la même. Et du coup voilà, j'ai pas fait un cursus en couture, mais c'est sans regret parce que l'autre chose que je me suis dite, c'est que en fait, tu peux apprendre la couture sur le tas, et c'est ce que j'ai fait parce que finalement, j'ai pas eu de formation à proprement parler sur la couture pratique. J'ai fait des cours de patronage et de sur-mesure, ça c'est un autre sujet, mais de la couture à proprement parler, j'ai pas eu besoin d'être formée plus que ça. C'est un apprentissage que tu peux faire seul. Et donc, tu es restée 9 ans quand même chez Suez, donc les années. Un petit peu moins, ouais, 7-8 ans. Donc les années passent vite quand même. Comment tu te sentais à ce moment-là et comment tu penses que tu as réussi à sortir un peu de la fourmilière, tu vois, un petit peu en plus, parce que la défense, c'est vraiment... Oui, non, non, c'était pas du tout des mauvaises années. J'ai quand même beaucoup aimé ce que j'ai fait, et notamment grâce aux équipes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai travaillé. Mais c'était vraiment le sens du métier qui me plaisait moins. Travailler dans un énorme groupe comme ça, à faire des choses pour des gens que tu connais pas. Alors, enfin, c'est très beau les RH, le cœur du métier, c'est l'humain, et ça me plaît beaucoup, tu vois. C'est vraiment ce que j'aime dans chacun des métiers que j'ai pu faire. Mais en fait, c'était des actions qu'on menait pour des tellement grandes envergures qu'en fait, tu vois jamais vraiment le bout. Tu connais jamais vraiment la personne qui a la finalité du projet. Et ça me perturbait un peu. Même si c'était toujours des actions en RH qui étaient toujours hyper intéressantes. Tu vois, j'ai géré des projets pour faciliter la mobilité interne du groupe. Bah, en fait, c'est fabuleux, permettre aux personnes qui sont employées chez Suez de changer de poste, parfois de faire des bonds dans leur carrière qui sont super, ou même de changer de métier au sein du groupe. Enfin, en vrai, tu vois, c'est quand même des jolis projets. Mais il manquait un truc, bah, ce que je te disais tout à l'heure, hein, la créativité qui me manquait beaucoup. Et travailler aussi un peu plus bah, avec un métier qui avait du sens pour moi. Et là clairement, je m'y retrouvais pas. Quand tu t'es inscrit à ce CAP et que tu as passé l'examen, là, tu as eu un vrai déclic, tu t'es dit, il faut que je change. Parce qu'à ce moment-là, tu étais toujours chez Suez, hein, quand même. Ouais, exactement. J'étais toujours chez Suez, et ça n'a pas été le déclic dans la mesure où, en fait, je le passais vraiment pour mon plaisir. J'avais zéro idée derrière
derrière ce passage d'examen, c'était vraiment pour mon kiff. Enfin, vraiment. C'est que après, une fois que je l'ai eu, où j'ai fait des cours de modélisme, donc c'est pour apprendre à faire des patrons et des patrons sur mesure, où là, je me suis dit, ah ouais, vraiment, en fait, ça m'a permis d'aller plus loin que juste coudre des patrons qui étaient déjà existants, mais ça m'a permis de moi créer mes propres patrons et de créer mes propres vêtements. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un créneau à prendre, que en fait, à partir du moment où je parlais de ça autour de moi, les gens me disaient, ah mais ouais, justement, moi j'ai envie de ça. Est-ce que ça tu sais faire? Bah oui. Et ça, est-ce que tu sais faire? Non, non. Ben oui. Donc en fait, je me suis dit que le créneau du sur-mesure était pas mal du tout. Et après Suez, j'ai fait une petite expérience dans une start-up qui m'a pas vraiment convenu en termes de valeur. C'était vraiment chacun pour sa pomme et enfin bon, il y a eu du bon dans cette expérience. Je me suis liée d'amitié avec une super copine et une nana chouette, mais vraiment, il y a eu des exemples de management où je me suis dit vraiment ça, jamais de la vie. Donc je suis partie de cette start-up et c'est à ce moment-là où en fait, comme 2 ans auparavant, j'avais déjà commencé à faire des robes de mariée, je me suis lancée sur ce créneau-là et donc ça a été le vrai lancement donc de Camille de Saint-Léger, la mariée. Et donc, les robes de mariée, tu faisais ça sur ton temps libre un peu avec ton entourage ou du bouche à oreille? Comment ça se passait? Ouais, alors du coup, je reviens 2 ans auparavant, avant que je ne parte de Suez, où en fait, j'ai commencé à faire des robes de mariée effectivement sur mon temps libre. Et ça s'est fait. Alors, la première robe que j'ai faite, c'était sur un groupe Facebook où j'étais à l'époque, où une nana disait, bah en fait, je cherche quelqu'un pour faire ma robe de mariée. J'ai vraiment un tout petit budget. Est-ce que parmi vous, il y a des couturières qui se sentent de faire une robe? Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Je lui ai envoyé le lien de mon Instagram perso à l'époque où je faisais vraiment plein de couture pour moi. On s'est rencontrés, ça a matché et j'ai fait cette robe. Et cette même année, j'ai une de mes amies qui m'a dit, ah bah attends, moi je fais de la couture, mais je me sens pas de faire une robe de mariée. J'ai une de mes copines qui m'a demandé, est-ce que je peux te l'envoyer? Je me suis dit, bah pourquoi pas, une robe je peux, 2 robes, allez go. Donc j'ai fait ces 2 robes cette même année-là. Et donc ça a lancé le truc. C'est là où j'ai eu plus ou moins le petit déclic de me dire, il y a quelque chose à faire dans la robe de mariée, ça me plaît, c'est des belles matières, c'est des modèles qui sont uniques, je refais jamais 2 fois la même chose. Go. Donc ça, c'était la première année où j'étais encore chez Suez. Et la deuxième année, je suis revenue de vacances de Noël. Je me suis réinstallée à la Défense devant mon ordi et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et donc, j'ai ouvert la page de l'URSSAF micro-entreprise et pof, j'ai monté mon statut de micro-entreprise. C'était en janvier 2000, attends, j'ai mon CV sous les yeux, 2019. Et là, donc j'ai créé mon statut de micro-entreprise avec vraiment une petite idée plus de me dire, un jour je lâcherai Suez et je ferai des robes de mariée. Et en fait, cette année-là, j'ai demandé à ma boss si je pouvais prendre un 90%. Et donc, j'ai consacré une journée toutes les 2 semaines à faire des robes de mariée. Ça me permettait de rencontrer du monde le soir après mon boulot. Et puis aussi un vendredi tous les 15 jours où je pouvais me faire des journées session couture à fond et rencontrer aussi des mariés cette journée-là. Et t'as pas été stressée au début de faire des robes de mariée parce que justement, comme tu disais, c'est des belles matières. Donc si tu te trompes, tu vois, t'as pas vraiment le droit à l'erreur. En plus, c'est un jour important, les mariés sont stressés. Ça est quand même assez stressant de commencer par des robes de mariée. Comment tu t'es sentie? Je pense que ça va sûrement te faire sourire, mais pour moi, c'était plus stressant de parler en réunion devant 10 personnes que de faire une robe de mariée. Donc, non, vraiment, c'est drôle parce que c'est une très belle question qui revient régulièrement et j'ai jamais été stressée pour faire une robe de mariée. Peut-être, ok, les 2 premières où je me dis, mince, ce truc-là, je le maîtrise pas totalement, comment je vais pouvoir faire, mais sinon, vraiment, enfin, non, c'était ma bonne place. Donc, j'étais bien, j'arrivais à saisir ce que les mariés voulaient et c'était toujours top. Alors après, effectivement, il y avait des petits stress de oh là là, il me reste 2 jours pour finir cette robe et la rendre impeccable parce qu'elle vient la chercher après-demain. Mais bon, enfin, en fait, comme dans n'importe quel projet où tu te dis oh punaise, j'ai pas fini mon dossier, j'ai une presse demain. Enfin, donc non, à part ce petit stress de oui, effectivement, j'en ai fait beaucoup sur certaines années. Sinon, enfin, non, pas de stress.
Oui, c'était fait pour toi, puis tu t'éclatais, donc tu réfléchissais même pas, en fait. Ouais, exactement. Mmh. Et comment tu as trouvé tes premiers clients alors? Enfin, tes premières clientes, quand tu t'es lancée en 2019? Et ben, on connaît tous ce fabuleux réseau social qui est Instagram. Et du coup, par chance, c'est par ce biais-là que en fait, j'ai trouvé mes premières clientes. Aussi, en réseautant un petit peu en bouche à oreille, ça fonctionne très très bien. Non, vraiment, le réseau social, c'était fabuleux. Ce qui était chouette pour moi, c'est que les mariés, après leur mariage, ont des super photos. Et donc, quand elles me les envoient, moi, j'ai la possibilité d'avoir des très belles photos à publier. Et en fait, c'est ça qui me fait ma meilleure pub, c'est publier des très jolies photos, de réseauter avec des photographes pour que je puisse avoir les aussi la visibilité de leur compte, idem sur les mariés. Enfin, vraiment, c'était mon meilleur bouche à oreille Instagram et le vrai bouche à oreille, quoi. Et au début, tu as dû investir un petit peu ou pas tellement finalement, Tu veux dire en termes de matériel ou de... Ouais, voilà, de tissu peut-être ou Oui, bien sûr, ouais, ouais. Bah alors, la quête du tissu parfait, c'était pas facile dans la mesure où moi, ce que je voulais travailler, c'était vraiment des belles matières. Tu vois, j'ai travaillé la 100% soie, idem pour le coton. J'ai vraiment tenu à faire des belles robes avec un grand B, tu vois, ou un grand R, je sais pas trop comment. Et vraiment mettre tout le savoir-faire que je possédais pour faire des belles robes et toutes les matières qui sont les plus belles possibles pour faire des belles robes. Donc, alors, du coup, j'ai sourcé ces matières-là et c'était mon premier investissement de départ de me dire, je veux des belles étoffes. Et donc, la première chose était effectivement de rencontrer des fournisseurs de tissus, d'aller aller toucher la matière dans le sentier, par exemple, trouver des petites pépites. Et puis après, en termes d'investissement, bah moi, j'avais déjà mes machines à coudre que j'avais déjà semi-professionnelles. Et puis après, en termes d'investissement, non, il y en a pas eu tant, et c'est ce qui m'a permis de me lancer rapidement. C'est que tu vois, à part du tissu, les dentelles, les guipures, les galons, tout ça, je faisais entre guillemets à la demande. Et donc, je commandais juste ce qu'il fallait pour mes mariés. Vu que j'avais pas de collection, c'était vraiment que du sur-mesure. Après, j'ai investi un peu en termes de visibilité sur les réseaux sociaux. Ou peut-être j'ai dû sponsoriser quelques posts, mais vraiment, c'était 100 balles par an. C'était vraiment rien du tout. Ça s'est vraiment fait par le bouche à oreille. Et alors au début, ça a pas été difficile, de d'installer, ton atelier finalement dans ton appart parisien? Parce que, en général, on n'a pas beaucoup de place. Comment c'était un peu les débuts? Je fais un énorme coucou à mes colocs parce que vraiment la première année que j'ai fait ça, j'étais en coloc, on était 5. On avait la chance d'avoir un bel appartement où je pouvais recevoir, mais je recevais dans le salon. Donc vraiment, je leur mettais un petit message en mode by the way, ce soir à 18h, j'ai une petite mariée qui vient, s'il vous plaît. Enfin, vous pouvez passer évidemment, mais bon, vous étalez pas, quoi. Ouais, buvez pas des bières dans le dans le salon? Exactement. Donc je faisais ça dans le salon et après moi je cousais dans ma chambre mais qui faisait 12 mètres carrés, une petite chambre parisienne, enfin vraiment un truc rikiki. Et après, donc juste avant le confinement, j'ai déménagé. Je me suis installée dans le 17e. Là j'avais 30 mètres carrés, qui peut paraître ridicule parce que j'avais aussi ma salle de bain, mon salon, ma chambre, ma cuisine dans ces petits 30 mètres carrés. Mais en fait, j'avais choisi volontairement un studio pour pouvoir pousser, entre guillemets, pousser les murs. Et donc, j'ai fait ça pendant 2, 3 ans dans ce studio-là, qui m'allait très bien. Franchement, enfin, je veux dire, je faisais avec ce que j'avais et j'avais pas la possibilité d'avoir plus grand. Donc, je m'en contentais et j'avais amené le truc pour que ce soit le plus facile possible. Tout était rangé au millimètre. Enfin, vraiment, avec du recul, c'était un peu n'importe quoi. Mais écoute, je m'en satisfaisais et ça me convenait. Et bon, j'avais des mariés de temps en temps qui me disaient, mais vous habitez là? J'habite là. Mais ça fonctionnait. Et après, pour te donner la suite, j'ai épousé donc Nicolas, mon mari. On a déménagé à Lille parce que lui a trouvé un travail là-bas. Et puis c'est surtout quand on a regardé les prix parisiens pour acheter, on s'est dit non mais vraiment en fait c'est pas possible.
on peut pas. Enfin, je gagne pas non plus des milliers des cents. C'est pas un métier qui est très rémunérateur. Donc on va aller regarder à Lille. Et puis là, on s'est dit, bah évidemment, en fait, je peux avoir un espace rien que pour moi. Tu vois, là, je suis dans mon bureau. Enfin, ça n'a rien à voir. Vraiment, je ne dors pas dedans, en fait. Donc c'est parfait. Oui, je demande, c'est toujours rigolo de se rappeler des débuts et puis Oui, souvent on clairement. n'imagine pas en fait quand on voit après où en est une marque, comment ça a pu commencer et comme quoi finalement tout le monde commence un petit peu tout petit au début. Exactement. Et tu vois, pour la petite anecdote, tout le monde connaît la marque Balzac Paris. Avant, ils faisaient des nœuds papillons et des suites avec des messages un peu sympas. Mais je pense qu'ils ont dû commencer un peu pareil dans un salon ou dans une chambre. Et c'est marrant, enfin, de se rappeler tout ça. Ça fait partie des bons souvenirs. C'est quand même. Oui, parce que comment tu t'es sentie alors quand t'as plaqué Suez pour te lancer à temps plein? T'étais heureuse, soulagée, excitée? Bah, tu sais, il y a eu une petite partie dans une start-up, mais donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'étais quand même contente de me dire c'était le déclic qu'il me fallait pour partir de Suez. Sinon, je pense que ça se serait fait différemment, mais ça se serait fait quand même. C'est-à-dire que je pense que je serais passée à 50% chez Suez et 50% sur de la mariée. Peut-être que j'en serais restée à ce niveau-là. D'ailleurs, je sais pas parce que enfin, en fait, ça me permettait d'avoir le salaire de Suez et de faire des choses chouettes à côté. Mais il se trouve que du coup, j'ai basculé sur l'autre startup et en fait, bah, c'est là où je me suis dit à temps plein dans cette startup, ça va pas le faire. Ça me laissait pas assez de place entre guillemets pour moi et donc c'est pour ça que ça s'est arrêté comme ça. Donc, et quand je me suis retrouvée face à ma machine en me disant bon bah voilà le grand pas est fait, c'est vertigineux, mais en fait que du bonheur. Vraiment c'était trop chouette. J'étais bah j'avais le champ des possibles qui s'ouvrait à moi et c'est top. Enfin, je pense que tous les gens qui sautent le pas et qui quittent un boulot de salarié pour être à leur compte te diront la même chose. Il y a un côté ultra vertigineux et en même temps, que du kiff, que du kiff. Il y a tout à faire, grosse page blanche, mais gros bonheur quand même. Oui, moi aussi c'est pareil, hein, c'est un des meilleurs souvenirs, les tout débuts parce que tu te dis, bon bah ça y est, j'ai repris le contrôle de ma vie et je peux faire ce que je veux et tout est possible. Puis c'est un moment, tu vois, où dans les interactions sociales, tout le monde te pose 10 000 questions. Et en fait, je trouve qu'il y a un côté très chouette là-dedans, c'est que ça te challenge tout le temps. Tu vois, à chaque fois, les personnes viennent te dire ah ouais, attends, et t'as pensé à ça? Ah bah non, c'est vrai, t'as raison, j'ai pas pensé à ça. Et puis t'as vu un tel fait ci, nanana, tu devrais aller le rencontrer, et paf, tu vas rencontrer un tel. Et vraiment, il y a une espèce de dynamique qui est ultra chouette quand tu lances un nouveau projet. De pouvoir être challengé non-stop sur des sujets qui sont ultra intéressants et auxquels toi-même t'avais pas pensé. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais tu vois, j'avais écouté, enfin, j'écoutais plein de podcasts à chaque fois que je cousais, c'est-à-dire toute la journée. J'écoutais des podcasts et je me souviendrai toujours d'une nana qui disait parlez de votre projet, parlez volontiers de votre projet parce que justement, ça va vous stimuler. Vous aurez des ouvertures d'esprit qui seront beaucoup plus larges que celles que vous pouvez avoir dans votre petit cerveau. Et vraiment, en fait, bah, je trouve il y a rien de mieux quand on a un projet d'en parler. Personne vous piquera votre idée parce que de toute façon, c'est votre idée et c'est vous qui mettrez votre cœur. Et vraiment, franchement, bah, j'ai suivi ce conseil-là et ça m'a apporté que du bien. C'est cool. Et comment ont réagi tes proches alors? Peut-être tes parents, ta famille à ce moment-là? Alors, moi, j'ai une famille qui est pas du tout entrepreneur et qui est plutôt, tu vois, moi, j'aurais pu rester 30 ans chez Suez, ça leur aurait pas posé de problème. Vraiment, c'était le confort du salariat, il y avait un super CE, enfin vraiment, bon, tu vois, un peu old school. Donc, ils ont pas tiqué parce que vraiment, c'est ce qui, moi, me rend heureux, les rend heureux par voie de conséquence et j'en suis très contente. C'est quand même très chouette d'être dans une famille comme ça. Mais vraiment, comme je les avais au téléphone, c'est alors ça fonctionne et tu vas chercher quelque chose à côté? Non, pas jusqu'à présent, tout roule. Donc c'était assez marrant d'avoir ces sons de cloche là. Et après, alors ça c'est pour du côté de ma famille et notamment de mes parents, mes frères et sœurs. Bon, ma sœur était hyper enthousiaste, elle était trop chouette. Mes frangins, vous en avez un peu,
pense rien à faire. Enfin, ils étaient très contents pour moi, mais je pense qu'ils mesuraient peut-être pas forcément. Après, par contre, tous mes amis on fire. Enfin, vraiment, en fait, je pense que on est dans une génération, tu vois, à peu près la trentaine, où vraiment on a tous envie d'avoir un boulot qui a du sens, d'avoir vraiment un métier qui nous tient à cœur, dans lequel on s'éclate. Alors, je dis pas que tout est rose tout le temps, hein, ce serait faux, mais et en fait, je vis le rêve que beaucoup de personnes ont envie de vivre. Donc, vraiment, c'est... Non, non, je pense que je suis ultra chanceuse là-dessus. C'est chouette. Donc voilà, de la part de mes amis, c'était très enthousiasmant. Ouais, ils vivaient un peu le rêve avec toi, en fait, à travers toi. Oui, exactement. Non, et puis ce qui est très drôle aussi, c'est que du coup, mon nom a pas mal circulé, notamment dans les réseaux où les gens se marient. Et donc forcément, Camille de Saint-Léger, qui fait des robes de mariée, on voit à peu près qui c'est. Et, ah bah, c'est une de mes copines, trop cool. Voilà. Bon, ça me fait rire a posteriori parce que moi, j'en ai absolument rien à faire, mais ça me fait sourire d'entendre, tu sais, un peu au lointain en mode, ah, c'est Camille de Saint-Léger. Et comment tu as fait pour financer ta reconversion? Est-ce que tu avais réussi à avoir le chômage? Oui, oui, oui. Quand je suis partie de cette petite start-up, j'avais le chômage. Et vraiment, enfin, franchement, il y en a qui tapent un peu sur le chômage en mode oui, bah, voilà. Franchement, moi, enfin, je ne l'aurais pas fait si j'avais pas eu le chômage. Vraiment, c'était ma meilleure aide possible. Je l'aurais malheureusement jamais fait si j'avais pas pu avoir le chômage. Donc, non, non, par chance, j'ai eu le chômage. Oui, ça te permet parce que ça prend du temps aussi de se faire ses clients. En plus, les mariages, c'est très en avance aussi. Donc, Oui, c'est un an en avance. Ouais. en 2022, tu as lancé donc le vestiaire de maternité, le vestiaire élégant de maternité, comme tu dis. Oui, exactement. Ouais. Donc, tu nous racontais un petit peu que tu t'étais rendu compte qu'il y avait un trou sur le marché. Comment ça s'est fait un petit peu? C'est tes clientes de robes de mariée qui après t'ont contacté pour faire des robes de maternité? Euh, non, ça s'est pas fait exactement comme ça. Alors, déjà, pour revenir un peu à la jeunesse du projet, cette idée, franchement, je l'ai depuis que, je sais pas, peut-être pas loin, pas 10 ans quand même pas, mais je pense que ça fait bien 5-7 ans que je l'ai dans la tête. Parce que j'ai des copines qui ont eu des enfants jeunes et qui m'ont toujours dit, franchement, je suis invitée à un mariage, je suis enceinte comme ça, je sais pas quoi mettre. Et toi, c'est toujours resté dans les idées que j'avais à développer. Et en fait, pourquoi j'ai lancé ça à ce moment-là? Euh, je saurais pas trop dire, si ce n'est que, en fait, quand on est arrivé à Lille avec Nico, forcément, il aurait fallu recréer tout un réseau de bouche à oreille dans la région lilloise, qui était quand même pas mal déjà achalandé en robe de mariée et en sur-mesure. Donc j'ai fait ça un an, mais je sentais que en fait c'était c'était pas au rendez-vous. Par ailleurs, physiquement en fait faire des robes de mariée, on se rend pas compte, mais la couture c'est quand même très fatigant. Moi j'ai pas un dos qui est ultra incroyable, donc en fait j'arrivais aux vacances d'été en août lessivée, mal au dos. Il me fallait un mois pour m'en remettre et hop ça repartait. Ouais, puis t'as pas eu un petit peu presque de dégoût de la couture? Tu sais, à force d'en faire beaucoup. Alors, ça a jamais été un dégoût parce que j'adore ça et vraiment on me l'enlèvera pas. Mais en revanche, tu vois, je ne cousais plus pour moi. Je pense que c'est un indicateur qui est assez fort, c'est que en fait, je fais ça toute la journée. Le soir, j'ai plus envie. Et c'est trop bête parce qu'en fait, qu'est-ce que j'aime coudre pour moi? Franchement, je suis ma meilleure cliente jusqu'à ce moment-là où je me dis en fait, c'est plus possible. Donc, tu disais que tu étais fatiguée l'été quand voilà, tu commençais à être physiquement fatiguée. C'est là que tu t'es dit, il faut que je fasse faire en fait. En fait, c'est ça. Pour la petite histoire, on a beau être dans une surface qui est 3 fois plus grande que ce qu'on aurait pu avoir à Paris. Je déroule mes tissus dans ma cuisine, donc il faut que ce soit toujours nickel chrome. Tu vois, je travaille du blanc, donc vraiment, la surface doit être impeccable à chaque fois. Je découpe entre 15 et 20 robes par an avec des métrages de traîne jusqu'à 10 mètres. Donc vraiment, je te laisse imaginer que c'est des rouleaux qui sont lourds à porter. Il faut que je sois accroupie par terre, à découper, le dos courbé, etc. Et puis après, une fois que tout ça s'est découpé, c'est des robes qui sont relativement lourdes. Donc bref, mon dos travaillait un peu trop. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je me suis dit, je vais faire une pause
on va développer autre chose et effectivement, je vais faire. Et donc, c'est là où on a monté avec Nico le projet de maternité en se disant, on va démarcher des ateliers de confection, on va démarcher des fabricants de tissus et sourcer des belles matières. Et là, je te jure que c'est pas le même métier. Là où avant c'était beaucoup plus simple, j'avais une référence de blanc, soit une référence de soie en coton, et puis après des fournisseurs de dentelle, etc. Mais là vraiment à chaque robe, à chaque vêtement que je fais, il faut que je source une nouvelle matière, il faut que je source tu vois, en fait, c'est des vêtements d'allaitement, donc il y a un zip sur le côté. Il faut que je source le petit zip qui va avec. Et donc c'est pas du tout le même. C'est le grand bain, Ah j'imagine. bah ouais, complètement. Et puis par ailleurs, travailler avec des ateliers de confection, c'est absolument pas comme quand je dis des bêtises, mais quand tu achètes un truc sur Internet, tu cliques, tu commandes, ça arrive, c'est nickel, c'est à peu près dans les temps parce que bon, la poste est plus ou moins fiable, etc. Mais là, mais vraiment, je rentrais dans un monde complètement lunaire. C'est-à-dire que tu rencontres ton atelier de confection, tu te mets d'accord sur un tarif, un nombre de pièces, euh, et ensuite tu envoies toutes les fournitures, les tissus, les zips, les étiquettes de compo, les étiquettes de taille, les étiquettes de marque, les étiquettes de Made in France, enfin vraiment tout ce qui compose ton vêtement. Et après, les ateliers te disent oui, bah, on en aura pour 2 à 5 semaines. Ok. Et au bout de la 5 semaines, tu te dis pourquoi j'ai pas de nouvelles? Non, en fait, on a 3 semaines de délai. Ok, non, ça me va pas du tout. Bon, je caricature un peu le trait, mais vraiment, c'est pas du tout fiable. Et bon, si encore c'était que les ateliers de confection, why not? Mais sauf que c'est les mêmes sketchs avec les zips que tu as commandés chez un tel fournisseur, c'est les mêmes sketchs avec les fournisseurs de tissus qui te dit ah bah en fait je suis désolée, j'ai plus du tout cette référence-là. Bref, c'est un monde un peu, enfin il faut s'accrocher. Vraiment, on a découvert quelque chose que j'imaginais pas du tout de l'extérieur. Mais bon, enfin, je te dis ça d'une façon quand même plutôt négative, mais on s'éclate par ailleurs. La créativité, moi, j'adore. Je rencontre plein de futures mamans et j'échange beaucoup avec elles sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram pour avoir en fait leur avis de ce qui est mieux, de ce qui est confortable, de qu'est-ce qu'on a envie à ce moment-là de notre vie. Donc, c'est quand même ultra chouette. Et il demande de produire beaucoup de pièces quand tu fais faire comme ça, il faut beaucoup Ouais, il y d'investissement. a, il y a une marge qui est hyper haute à l'entrée, selon les endroits où tu vas. Enfin, je pourrais te donner un chiffre que ce serait même pas représentatif parce que en fait, en France, c'est différent selon les ateliers. Au Portugal, c'est différent selon les ateliers. En Bulgarie, où tu veux, c'est encore différent. Nous, on a commencé, tu vois, ça fait 1 an et demi qu'on existe et on a 3 ateliers différents depuis le début. On a eu 3 ateliers différents. On a commencé par un atelier de réinsertion sociale où là, leurs minima, ils étaient vraiment, tu pouvais leur demander limite une pièce, c'était possible. Et leurs minima étaient relativement accessibles. Sauf que on a dû changer parce qu'en fait, c'était une association, donc ils fonctionnaient pas du tout comme une entreprise où du coup c'était pas très fiable sur les délais. Enfin, bon, on a découvert par ailleurs que c'était jamais très fiable tout court, mais ils n'avaient pas, tu vois, la proactivité qu'on attend d'une entreprise. Donc on s'est dit, ok, on va voir un peu plus grand et on est allé démarcher un autre atelier qui était pas très loin de chez nous non plus, là qui fonctionnait hyper bien. On avait vraiment réussi à trouver une bonne routine, enfin un bon moyen de fonctionner avec eux. Et en fait, ils nous ont annoncé qu'ils fermaient. Donc on a dû retrouver un troisième atelier. Et là, je touche du bois, ça marche hyper bien. On est hyper content de leur travail. Ils sont ultra rigoureux sur les délais. Et vraiment, nous, on a à cœur d'avoir des gens qui sont fiables en face de nous parce que c'est difficile de travailler avec des gens qui disent oui, oui, oui. Et puis en fait, pas du tout. Enfin, Oui, et puis en plus, tu as quand même des collections à sortir. En amont, tu dois quand même faire des annonces. Donc, si c'est décalé, c'est compliqué. toute ma communication est gérée en fonction de ce délai de livraison. Et par ailleurs, il faut que j'organise aussi des shootings. Tu
Tu vois, j'en ai un qui doit s'organiser semaine prochaine. En fait, je suis même pas sûre que ça ira parce qu'il y a plein de choses qui doivent être mis bout à bout avant d'arriver au point final. Et en fait, il y a toujours des petits maillons qui sautent. Mais c'est ce qui fait aussi que j'aime le métier parce qu'en fait, c'est rien n'est linéaire. T'as des journées qui se ressemblent pas du tout et moi, je m'éclate. Dans tout ça, je m'éclate quand même. Et donc aujourd'hui, ton travail, c'est beaucoup plus de la conception, du design et puis de la communication? Ouais, exactement. Je dirais à peu près que j'ai une grosse partie communication, parce qu'en fait, c'est ça qui fait le bouche à oreille et c'est ça qui fait que on a de la visibilité et qu'on se fait connaître. Et vraiment, le nerf de la guerre, c'est de se faire connaître et de vendre. Mais effectivement, l'autre partie, c'est tout ce qui est la partie que tu appelais design, qui s'appelle du modélisme. Modélisme, stylisme, c'est-à-dire que en fait, il y a un truc qui traverse ta tête, tu as une idée, tu te dis, OK, c'est ça qu'on va développer. Est-ce que le besoin est cohérent avec ce que moi j'ai en tête? Oui, non. Et puis après, donc tu fais tes petits croquis sur papier, quels détails tu veux ajouter. Est-ce que tu vois, par exemple, je vais prendre le pantalon qu'on a lancé là en novembre. Est-ce que on met des poches? Est-ce qu'on met des boutons? Combien on met de boutons? Quel style de jambe tu veux? Est-ce que etc., etc. Et puis après, il faut le modéliser. Donc, je fais le patron, je le dessine une première fois. Et puis, je fais un premier prototype que j'essaye déjà sur moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Je demande après, bah, tu vois, là où Instagram est très intéressant pour moi, c'est que je dis, est-ce qu'il y a des Lilloises parmi vous qui veulent venir essayer mes prototypes? Et par chance, j'ai une super communauté hyper enthousiaste qui est trop fan de venir essayer. Donc, je fais essayer à une palanquée de femmes enceintes toujours ultra motivées pour me donner des conseils et des avis sur ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est la première série de tests. Après, il y a forcément des corrections. Enfin, franchement, j'ai jamais fait un vêtement qui était parfait du premier coup. Ça me semble un peu impossible même. Bon, il y en a peut-être qui arrivent, bref. Donc, je refais une série de modifications sur mon patron et je refais un deuxième prototype, pardon, et je refais essayer soit aux premières qui étaient déjà venues, soit à certaines autres personnes. Et du coup, à partir de ce moment-là, en général, j'ai un vêtement qui est quand même qui est bien ficelé. Il y a des petites modifications à la marge, mais on est pas trop mal. Une fois que j'ai ce patron qui est ficelé, je l'envoie à mon atelier qui va me le digitaliser, qui va me le grader en plusieurs tailles. Nous, on a choisi de faire du 34 ou 44 pour être une fourchette quand même relativement large. Je voulais pas faire deux, trois tailles. Ça me paraissait pas suffisant en termes de... le mot me manque de... L'accessibilité un peu, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et une fois que l'atelier a récupéré tout ça, il me donne le métrage par pantalon à acheter. Et donc là, je me vais chercher 50, 100 mètres, 200 mètres de tissu et je vais aller le sourcer à gauche, à droite, recevoir des échantillons. Ça, c'est un moment qui est ultra chouette à faire, mais qui est hyper chronophage parce qu'en fait, t'es jamais sûr d'aller rencontrer le bon fournisseur qui aura la matière à laquelle t'as pensé. Et parfois, ça se passe très vite. Parfois, ça peut prendre des semaines et des semaines d'avoir la bonne matière, sachant que comme les mariés, je suis hyper exigeante et je veux des matières qui soient naturelles au plus possible. Tu vois, je fais une petite parenthèse, mais l'année dernière, on a sorti une robe en jacquard que j'ai fait faire en France et il me présentait un truc avec full polyester. Moi, j'ai dit, bah non, en fait, remplacez-moi les fils pour que la robe soit en composition majoritaire coton. Tu vois, mais donc, c'est tout plein d'échanges qu'on fait avec les fournisseurs pour avoir un produit qui soit beau à la fin. Donc, une fois que j'ai sourcé mes matières, ensuite s'en vient toute la recherche de fournitures. S'il y a des boutons, bah, c'est pareil. En fait, tu peux pas acheter des boutons qui soient cheap si tu as mis une super matière de ouf. Donc, pareil, aller rechercher le bon bouton qui va aller bien dans le style que tu as imaginé avec le tarif que tu t'es alloué. Parce que c'est pareil, tu vas pas mettre 10 balles de boutons sur un pantalon. C'est inenvisageable derrière. Donc, aller trouver le bon bouton avec la bonne forme, avec la bonne idée que tu avais dans la tête, etc. Bref, je te passe les détails. Tu récupères toutes les fournitures, tu envoies tout ça à ton atelier de confection. Et puis après, derrière, en l'avant, c'est eux qui déroulent. Et là, on a la chance de travailler avec des partenaires qui sont pas très loin. Tu
à 1 heure de chez nous, donc c'est hyper facile. Qui parle français, et on échange tout le temps. Tu vois, j'ai tout le temps des petits WhatsApp de Valérie avec qui je travaille, et c'est hyper fluide, c'est hyper sympa. Donc voilà. Mais tu vois, entre le moment où j'ai commencé à avoir l'idée et à dessiner ce pantalon et le moment où là, ça y est, il est sorti, il s'est passé presque 1 an, 10 mois. Ah ouais, ah oui, oui, c'est hyper long. C'est hyper long. C'est hyper long. Et comment tu gères la concurrence? Parce que c'est vrai que c'est pas facile, surtout de faire en France. Les ateliers ferment, c'est cher. Il y a beaucoup de marques de mode qui ferment en ce moment, en plus. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, exactement. Comment toi, tu gères un petit peu cet environnement? Comment tu le vis? Bah, c'est une bonne question dans la mesure où nous, en plus, on est vraiment sur une niche extrêmement restreinte. On gère, j'ai envie de dire, au mieux. En fait, on apprend au jour le jour, on y va doucement, mais on espère sûrement. Et on fait des petites quantités avec un prix qu'on espère au plus juste en fonction de, bien sûr, la cliente, c'est-à-dire la qualité, le fait qu'elle va pouvoir le porter longtemps, parce que tous les vêtements que j'imagine, je les imagine pour la grossesse, mais pour qu'ils puissent être portés aussi après ou avant la grossesse, pour que ce soit des vêtements qui durent dans le temps. Et aussi en fonction d'une marge qui nous permettra après de déployer la suite de l'entreprise, et en espérant tenir le plus longtemps possible et faire des vêtements le plus longtemps possible. Mais c'est pas facile, tu vois. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. Je me suis pas payé un seul centime là-dessus. Mais c'est pas grave, en fait. J'aime bien dire au pire ça marche. On verra. Après, c'est sûr que, tu vois, là où je te disais qu'en robe de mariée, j'ai eu zéro, enfin, pas zéro, mais j'ai vraiment eu 3 fois rien d'investissement à mettre. Là, en revanche, c'est un projet qui demande quand même un capital de départ assez conséquent, dans la mesure où, en fait, avant même de vendre le moindre article, tu achètes tes fournitures, tes tissus, tu payes ton atelier, toute ta trésorerie, elle est partie avant même que t'aies dépenses, que t'aies reçu quoi que ce soit. Et même presque 6 mois avant, en fait, comme tu dis qu'il y a des délais de malade. Ouais. Ouais, exactement. Donc en fait, faut aussi être un peu sûr de son produit. Rassurez-vous, pour celles qui nous écoutent, on l'est jamais vraiment, hein, même jusqu'au moment où il est déjà porté et validé. Moi, je me dis toujours, oh, j'aurais pu faire ci comme ça et ça comme ci. Et pour la prochaine fois, j'ai des exemples de trucs à faire et à plus faire. Mais ouais, une sorte d'entreprise dans le textile où vraiment, faut avoir les reins solides. Vraiment, tu vois, quand on me pose la question de est-ce que j'aurais pu le faire toute seule, clairement, la réponse est non. Sans Nicolas, je l'aurais pas fait. Ça demande une énergie folle. À deux, c'est 1000 fois plus simple. Tu vois, au moment où moi je suis dans le creux de la vague, lui il est on fire, et au moment où bon, lui il s'essouffle un peu, moi je suis comme une balle, donc c'est Tout est fait un peu, je pense, aussi pour décourager, hein, franchement, les nouvelles marques d'émerger. Hein. Non, je pense pas que tout est fait pour démoraliser ou freiner le. Non, c'est juste que je pense qu'on est sur une entreprise où en fait, une industrie, pardon, où en fait les gens sont pas fiables, mais parce qu'en fait tout repose sur de l'humain. Et c'est triste à dire, mais en fait, tu vois, sur une entreprise, sur un atelier de confection, admettons, où il y a 10 personnes, ou je sais pas, c'est l'hiver, il y en a 3 qui sont malades, bah forcément toute ta chaîne est impactée. Et donc, en fait, c'est triste, mais en fait, ça fout le bazar. Et en fait, comme l'industrie textile est sur l'humain, bah, en fait, c'est comme ça que c'est. Enfin, je sais pas trop l'expliquer, à vrai dire, mais je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Et alors, c'est comment de travailler avec son mari? Ça, la grande question. Eh ben, non, c'est très bien. En vrai, je prends du temps à réfléchir, mais c'est très chouette. Ça nous permet de nous connaître autrement que en perso, tu vois, où on fait 1000 choses par ailleurs. Mais ça demande quand même un temps d'ajustement, enfin, tout le temps. On est tout le temps en train de s'ajuster parce que Nico a toujours son boulot, il bosse à temps plein par ailleurs. Il y a entre guillemets que moi qui suis à temps plein là-dessus. Et lui, il consacre le temps qu'il peut en fonction du temps qu'il a alloué au projet.
Mais ce qui fait qu'en fait, tu vois, au tout début de notre projet, il y a des jours où en fait on parlait de ça, même dans notre lit avant de se coucher. Et il y a un moment où on s'est dit, en fait, bof, faut peut-être qu'on arrête de parler de ça H24. Donc, on essaye de se dédier des temps. Bah, en général, c'est sur le week-end ou sur les soirées, hein, bien sûr. Elle se dédie à ça. Et puis, de temps en temps, il prend des journées aussi en RTT parce que faut qu'on aille rencontrer des ateliers de confection au salon du textile, des choses comme ça. Donc voilà, ben, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais c'est comme tout. Il y a des collègues que tu adores et il y a des collègues que tu détestes. Bah, moi, il y a des facettes de Nico que j'adore et il y a des facettes où vraiment je me dis, mais je travaillerai jamais avec lui. Non, ça se fait bien. Il faut juste que au départ, les choses soient un petit peu cadrées, je trouve. Et ça, on l'a fait dès le départ. Et ça, on l'a fait dès le départ. On mélange pas tout. Et il y a même, tu vois, enfin, c'est ultra pratico-pratique, mais clairement, sur WhatsApp, on s'est fait une conversation spéciale sur ce projet-là pour pas mélanger tout et puis pour être sûr de retrouver nos petits quand on a des idées, pof, on balance un truc et c'est beaucoup plus simple de s'organiser comme ça. Ouais, de bien cloisonner vie pro, vie perso. Vraiment, ouais. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Bah, en vrai, le meilleur conseil, c'est oser. Enfin, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, au pire, ça marche. Et si vous croyez à fond dans votre projet, si vous mettez full énergie, je dis pas que ça marche à tous les coups, hein, bien sûr, mais en fait, c'est que du kiff. C'est vraiment que du kiff. Et bien sûr, il y a des moments où le creux de la vague, il est devant vous et c'est difficile. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me retourner et me dire, en fait, je suis là maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des millions de choses derrière moi. Et tu vois, c'est marrant parce que j'étais invitée à un dîner chez des copains il n'y a pas très longtemps. Et un pote qui me disait, ah, moi, j'aimerais bien l'entrepreneuriat, monter quelque chose, etc. Vous, c'est complètement ouf, vous êtes complètement dedans. Et en fait, il m'a fait réaliser que oui, comme je te disais au début, on est en train de vivre ce que beaucoup de gens de notre génération a envie de faire. Donc voilà, ayez la force d'oser et au pire, ça marche. Ouais, et puis j'imagine qu'à ce moment-là, tu te dis la Camille d'avant RH chez Suez, elle aurait adoré avoir ce type de problème en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, et puis tu vois, je pense que ça m'a fait grandir un truc incroyable. Je suis plutôt quelqu'un de réservé. Là, autant dire qu'il faut que je me sorte un peu les doigts pour aller démarcher un tel et un tel. Bah, tant pis, je vais laisser ma timidité à la maison et puis je vais foncer parce qu'en fait, c'est maintenant, c'est pas dans 50 ans que enfin, peut-être que si, hein, je referai autre chose dans 50 ans, mais c'est maintenant, quoi. Là, c'est tout de suite. Un grand merci Camille, donc je mettrai tes réseaux pour que les auditeurs puissent suivre tes collections et tes créations. Merci pour tout ce que tu as partagé. Bah, je t'en prie, merci pour toutes tes questions. Ça me fait du bien, tu vois, de remonter un peu le temps et de voir tout ce qui est derrière moi et tout ce qui est encore à venir. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.